De quelqu'un d'autre. Il hocha lentement la tête. Alors, finissons-en. Ensemble. Cette nuit-là, ils élaborèrent un plan, non seulement pour laver le nom d'Amara, mais aussi pour révéler toute la campagne de diffamation de Daré. Shuka contacta des détectives privés. Tolu contacta ses relations médiatiques. Amara a compilé chaque courriel, chaque demande suspecte. L'objectif n'était pas seulement de survivre, mais de rendre justice. Cela a pris 2 semaines. 2 semaines brutales et blanches à traquer des pistes, à suivre des traces numériques et à recueillir des témoignages. Puis les preuves sont tombées, une trace écrite reliant l'entreprise de Daré aux faux investisseurs, des courriels échangés entre l'assistant de Daré et le blogueur à scandale, et des documents financiers prouvant qu'il avait payé des gens pour mentir. Shuka n'a pas hésité. Il a convoqué une conférence de presse et a tout dévoilé. Le scandale a basculé en un instant. Les gros titres ont basculé. Le public reste bouche bée. Soudain, Amara n'était plus la méchante. Elle était la victime d'un sabotage d'entreprise. L'action de Noirfrotech a rebondi. Les investisseurs sont revenus. Et le conseil d'administration de Daré l'a évincé quelques jours plus tard. Shuka avait gagné, mais ce n'était pas net. Alors que les caméras s'éteignaient et que les applaudissements s'apaisaient, il resta assis dans son bureau, épuisé. Amara entra discrètement et s'assit à côté de lui. « Nous avons survécu » dit-elle doucement. Il hocha la tête. « Oui, mais maintenant, il faut faire avec. » Ils savaient tous deux que quelque chose de fondamental avait changé. Pas seulement entre eux, mais aussi en eux. L'atmosphère dans le manoir de Shuka devint tendue tandis que des rumeurs sur le passé d'Amara commençaient à refaire surface. Tolu, assistant toujours vigilant, avait découvert des fragments de l'histoire d'Amara, notamment ses démêlés avec l'agent Kola. Bien que les intentions de Tolu fussent protectrices, son approche manqua de tact, ce qui conduisit à une confrontation qui laissa Amara acculé et trahi. Shuka, priant de son affection grandissante pour Amara et sa confiance en Tolu, se retrouva face à un dilemme moral. Amara, percevant le changement de dynamique, sentit les murs se refermer sur lui. Le sanctuaire qu'elle avait trouvé était désormais entaché de suspicion. Les souvenirs de trahison passée refirent surface, et la douleur d'être incomprise pesa lourdement sur elle. Elle confronta Shuka, cherchant à clarifier les choses, mais ses évasions ne firent qu'aggraver sa souffrance. Le gouffre émotionnel entre eux se creusa, menaçant de détruire le lien qu'ils avaient laborieusement construit. Pendant ce temps, Daré profita de la situation pour exploiter la situation. Il s'approcha d'Amara sous prétexte de lui offrir son soutien, semant subtilement le doute sur les intentions de Shuka. Amara, vulnérable et désespérée de comprendre, se retrouva prise dans la toile de Daré. La frontière entre alliés et adversaires s'estompa, ouvrant la voie à de nouveaux troubles. Le soleil matinal projetait une teinte dorée sur le domaine tandis qu'Amara rangeait ses affaires. La décision de partir fut douloureuse, mais le poids de la méfiance était insupportable. Elle laissa un mot à Shuka, lui exprimant sa gratitude pour sa gentillesse, mais soulignant la nécessité de trouver sa propre voie. Des larmes coulèrent sur son visage lorsqu'elle sortit, laissant derrière elle un mélange de gêne et de confusion. Shuka découvrit le mot quelques heures plus tard. Un mélange de colère, de tristesse et de regret le consumait. Il réalisa que son incapacité à affronter ses sentiments et à communiquer ouvertement avait poussé Amara à partir. Le manoir, autrefois un havre de paix, lui semblait désormais vide. Tolu, témoin du désespoir de son employeur, se sentait coupable de son rôle dans les événements. Amara errait dans les rues animées de Lagos, le bruit de la ville contrastant fortement avec la sérénité qu'elle avait connue. Elle chercha du réconfort dans des lieux familiers, trouvant finalement refuge auprès de Mama Ifeoma. L'étreinte de la femme plus âgée lui apporta un semblant de réconfort, mais la douleur au cœur d'Amara persistait. Elle était déterminée à reconstruire, même si le chemin à parcourir était incertain. Les journées de Shuka devinrent monotones, se fondant les unes dans les autres. Il se plongea dans son travail, espérant combler le vide créé par l'absence d'Amara. Cependant, le succès de ses entreprises lui semblait creux sans personne avec qui le partager. Il commença à s'interroger sur les choix qui l'avaient conduit à ce point, reconnaissant les murs émotionnels qu'il avait érigés. Amara, quant à elle, a dû faire face aux dures réalités d'un nouveau départ. Les refus d'emploi, les difficultés financières et la douleur persistante de la trahison ont mis sa résilience à l'épreuve. Pourtant, malgré ces difficultés, elle a découvert une force intérieure.
S'inspirant de la sagesse de Mama Ifeoma, elle a commencé à envisager un avenir où elle serait maîtresse de son destin. Bien que séparées, elles ont toutes deux vécu des parcours transformateurs. Leurs luttes respectives ont été des catalyseurs d'introspection et de croissance. La douleur de la séparation est devenue un creuset, forgeant de nouvelles perspectives et une meilleure compréhension d'elle-même et de l'autre. Forte de ces expériences, Amara a décidé de transformer sa passion pour la mode en entreprise. Elle a commencé à créer et à coudre des vêtements, s'inspirant des enseignements de sa mère et de sa propre créativité. Avec des ressources limitées mais une détermination sans faille, elle a commencé à vendre ses créations sur les marchés locaux, se constituant peu à peu une clientèle. Le succès du design unique d'Amara s'est répandu, attirant l'attention des passionnés de mode et des investisseurs potentiels. Sa marque, ancrée dans l'authenticité et la résilience, a trouvé un écho auprès de nombreux clients. Elle a collaboré avec d'autres artisans locaux, créant ainsi une communauté de soutien et de réussite partagée. L'entreprise est devenue plus qu'une source de revenus. Elle témoignait de son parcours et de sa transformation. Shuka, quant à elle, en apprenant l'essor de l'entreprise d'Amara, a ressenti un mélange de fierté et de tristesse. Il admirait sa ténacité, mais regrettait la distance qui les séparait. Conscient du besoin de réconciliation, il envisagea de tendre la main, espérant ainsi réparer les fractures du passé, peut-être reconstruire ce qu'ils avaient perdu. Shuka était assis seul sur le balcon de sa villa de Banana Island, le lagon en contrebas reflétant le ciel gris et lourd. Son esprit se tourna vers Iseoma, sa fille, dont le silence s'était alourdi de mois en mois. La douleur de la mort de sa mère avait creusé entre eux un fossé qu'il avait enfoui et s'efforçait d'ignorer. Mais maintenant, en voyant Amara renaître de ses cendres, il voyait le prix de la négligence émotionnelle sous un jour nouveau. La résilience d'Amara avait dissipé son cynisme, révélant des aspects de lui-même qu'il avait depuis longtemps abandonnés. Un soir, poussé par une douleur qu'il ne pouvait plus ignorer, il prit son téléphone et composa le numéro d'Iseoma au Royaume-Uni. Le téléphone sonna 2 fois avant que sa voix, prudente mais familière, ne résonne. « Papa !» Ce seul mot fit craquer le barrage qu'il avait soigneusement construit, et pour la première fois depuis des années, ils parlèrent, non seulement comme père et fille, mais comme 2 âmes blessées cherchant à se retrouver. Leurs conversations devinrent plus fréquentes au cours des semaines suivantes. Shuka était intentionnel cette fois, ne se cachant plus derrière des réunions d'affaires ou des réponses laconiques. Il écoutait Iseoma parler de sa vie, du stress universitaire, de ses amitiés, des souvenirs de sa mère. Il lui avouait ses regrets, ne pas avoir été disponible émotionnellement, ne pas l'avoir suffisamment serré dans ses bras après le décès de sa mère, ne pas lui avoir dit « je t'aime » assez. Des larmes coulaient des 2 côtés. Leur lien brisé, bien que marqué, commença à se réparer. Shuka lui envoya même une robe d'Omar, joliment emballée, avec un petit mot manuscrit. « Je pense que tu serais magnifique dans celle-ci. » C'est quelqu'un de spécial qui l'a confectionnée. Iseoma répondit par une photo d'elle portant la robe et souriante, quelque chose que Shuka n'avait pas vu depuis des années. Sa chaleur commença à combler un vide dans son cœur qu'il croyait définitivement clos. Pourtant, au fond de l'esprit de Shuka, Omar demeurait. Ses retrouvailles avec Iseoma n'ont fait que souligner à quel point il avait laissé filer l'amour, non seulement l'amour paternel, mais aussi la possibilité de prendre véritablement soin de quelqu'un, sans condition ni peur. Il s'est retrouvé à regarder des interviews et des clips sur les réseaux sociaux d'Omara, qui attiraient désormais l'attention grâce à ses créations et sa ligne de vêtements valorisante. Elle parlait de grâce, de survie et de l'importance des secondes chances. Sa force l'a rendu humble. Un soir, après une interview particulièrement touchante, Iseoma lui a envoyé un texto. « Elle est formidable, papa. Pourquoi l'as-tu laissée partir ?» Shuka fixa le message, sachant que la réponse n'était pas simple. Mais il savait aussi autre chose. Il n'allait pas laisser l'histoire se terminer ainsi. Omara se tenait dans les coulisses de l'Eco-Convention Center, ajustant l'ourlet d'une audacieuse robe en pagne africain drapée sur un mannequin de grande taille. Sa ligne de vêtements, portée par Omara, était en tête d'affiche de la Fashion Week Lego, une ascension fulgurante de vendeuse ambulante à icône de la mode. Le parcours n'avait pas été de tout repos. Chaque création portait le poids de son histoire, chaque point un rappel de sa résilience.
Les applaudissements qui ont fusé lorsque les lumières se sont tamisées et que son logo est apparu sur grand écran étaient surréalistes. Mama Iseoma était assise au premier rang, essuyant ses larmes avec son rappeur. La vieille femme avait prié Omara pour que ce moment se produise. Des marges de la société au cœur de la mode nigériane, Omara n'était plus invisible. Sa voix était forte, son art indéniable et sa présence magnétique. Les médias ont salué son authenticité, la surnommant la créatrice du peuple. Ce qui distingue Omara, ce n'est pas seulement son savoir-faire, c'est son message. Ses vêtements sont plus que de simples vêtements, c'est une déclaration. Il célèbre les courbes et la confiance, l'héritage et l'espoir. Elle s'est associée à de jeunes couturiers des bidonvilles, leur offrant une formation et un salaire équitable. Elle a lancé un programme de mentorat pour les filles qui, comme elle, avaient été exclues. Chaque interview avec la presse était une occasion de s'élever, chaque collection une déclaration d'identité. Elle ne se rétrécissait plus pour rentrer dans des pièces, elle construisait ses propres pièces et les remplissait de lumière. Lors d'une interview franche, un journaliste lui a demandé « Si vous deviez remercier une personne pour cette ascension, qui serait-ce » Elle a souri doucement et a répondu « Il sait qui il est ». Pendant ce temps, Shuka observait à distance. Chaque gros titre lui rappelait discrètement ce qu'il avait perdu. Tolu, qui s'était attaché à Omara, l'encouragea à tendre la main, à cesser de se punir. Elle a pardonné au monde, dit Tolu un après-midi en posant un journal sur son bureau. Elle peut te pardonner. Shuka hocha la tête, mais sa fierté luttait contre son désir. Ce n'est que lorsqu'Izioma, de retour pour une visite, le surprit en se présentant dans une robe confortable signée Omara et en lui disant « Elle m'a appris qu'il est normal de ressentir à nouveau », que Shuka prit une décision. Il se présenterait, non pas en milliardaire ou en homme cherchant à arranger les choses, mais en humain ayant enfin appris à reconnaître ses torts. C'était lors d'un gala de charité organisé par une fondation soutenue par Omara. La soirée était élégante, remplie de personnalités influentes, mais Omara les remarquait à peine. Elle était épuisée par les événements de la semaine, aspirant au calme. Puis, à travers la marée de smoking et de paillettes, elle l'aperçut, Shuka, debout au bord de la pièce, les mains dans les poches, vêtue d'une vulnérabilité telle un costume neuf. Leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Le bruit de la pièce s'estompa. Shuka s'approcha lentement d'elle, chaque pas mesuré, prudent. « Tu as l'air, commença-t-il, puis il marqua une pause. « Tu ressembles à tout ce que je ne pouvais pas être. » Omara rit doucement, les années s'écoulant. « Tu m'as montré où était la porte. Il fallait que je la franchisse. » Ils sortirent dans le jardin, où l'air nocturne de Lagos embaumait l'hibiscus et le potentiel. Shuka ne s'excusa pas tout de suite. Il écouta. Omara a parlé de son évolution, de ses peurs, de sa gratitude et de son chagrin. Puis il a parlé d'Iseoma, de ses regrets, de la façon dont il l'avait vue s'élever et de l'avoir aimée de loin. Je ne savais pas aimer sans contrôler. Tu m'as appris à lâcher prise. Le silence entre eux n'était plus pesant. Il était apaisant. Je n'avais pas besoin d'être sauvé, murmura Omara. Mais j'avais besoin que quelqu'un croie que je méritais d'être sauvé. Shuka hocha la tête. Et je ne savais pas que j'avais besoin d'être sauvé jusqu'à ce que je te rencontre. Pour la première fois depuis longtemps, le monde ne ressemblait plus à un champ de bataille. Ils ne se sont pas précipités dans les déclarations ou les promesses. Au lieu de cela, ils acceptèrent de repartir de zéro, non pas là où ils s'étaient arrêtés, mais là où ils se trouvaient désormais, transformés. Shuka proposa d'investir dans son entreprise, non par amour, mais par respect. Omara hésita, puis accepta, non pas par besoin de lui, mais parce que cette fois, ils étaient égaux. Et à cet instant, deux âmes qui avaient traversé le feu retrouvèrent le chemin du retour, non pas vers un lieu, mais l'une vers l'autre. Les mois passèrent, et Omara et Shuka entretinrent leur lien lentement et consciemment. Leur amour ne reposait plus sur la crise ou le sauvetage, mais sur la vérité et le choix. Omara emménagea dans un nouvel appartement à Lekki, meublé modestement, mais chaleureux. Shuka lui rendait souvent visite, parfois accompagné d'Iseoma, qu'il appelait désormais Tante Alma, avec une affection désinvolte. Maman Iseoma les rejoignait le dimanche pour une soupe au poivre et des rires. La vie s'était installée dans un rythme d'une simplicité magnifique. Lors d'une de ces réunions, Iseoma a pris une photo de Shuka riant librement, d'Omara appuyé contre lui, et de Mama Iseoma lui prodiguant des conseils spontanés.
La légende qu'elle a postée disait « La maison n'est pas un lieu. Ce sont les gens qui choisissent de rester ». Shuka, aujourd'hui semi-retraité, a investi dans des initiatives sociales et a accompagné de jeunes entrepreneurs, inspirés par l'éthique de travail et le cœur d'Omara. La marque d'Omara s'est développée à travers l'Afrique, mais elle est restée ancrée dans la réalité. Son passé n'était plus une source de honte, mais un fondement. Elle donnait des conférences sur le sans-abrisme, la santé mentale et l'importance de créer un espace pour que les choses brisées retrouvent leur beauté. Chaque fois qu'elle montait sur scène, elle se remémorait la nuit froide où elle avait dormi devant le portail d'un inconnu. Cette porte, autrefois symbole d'exclusion, était devenue la porte d'entrée vers tout ce dont elle avait toujours eu besoin. Non pas la richesse ou le confort, mais la visibilité, la dignité et le courage de rêver. Par une nuit calme, tandis que la ville bourdonnait au loin, Shuka et Omara étaient assis sur les marches du jardin sur le toit de sa boutique. Pas de tailleur, pas de maquillage, juste elle. Tu sais, dit doucement Omara, si j'avais franchi une autre porte cette nuit-là, je ne serais pas là. Shuka sourit. Et je serais toujours prisonnière dans mon manoir. Ils trinquèrent, non pas au passé ni même à l'avenir, mais au présent. Au présent, beau et chaotique, qu'ils avaient lutté pour atteindre. Et en contemplant l'horizon en Lego, illuminé de possibilités, ils surent qu'ils avaient enfin trouvé leur chez-soi. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également la notification de publication pour recevoir de nouvelles histoires. Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Zénab se déplaçait rapidement dans les grandes salles du palais du royaume de l'Aïd, tenant un plateau d'argent en équilibre dans ses mains. Le poids de sa réalité pesait sur ses épaules à chaque pas. Elle travaillait comme servante au palais depuis 5 ans, depuis qu'elle avait été arrachée au bas-fond par Madame Folak, la gouvernante en chef. Si elle avait d'abord été reconnaissante de pouvoir travailler dans un lieu aussi prestigieux, elle avait vite compris que la vie au palais était loin d'être clémente pour des personnes comme elle. Les servantes issues de la noblesse la traitaient avec dédain, lui rappelant sans cesse qu'elle n'était rien d'autre qu'une orpheline des rues. Il lui imposait souvent les tâches les plus pénibles, la forçant à frotter les sols jusqu'au sang ou la réveillant en pleine nuit pour nettoyer après leurs dégâts. Mais Zénab endurait tout cela avec une résilience silencieuse. Elle n'avait ni famille, ni personne vers qui se tourner, ni nulle part où aller. Si elle quittait le palais, elle se retrouverait à la rue, luttant pour sa survie. Sa seule source de réconfort était le vieux commis de cuisine, Mamassad, qu'il avait pris sous son aile. « Il faut toujours faire profil bas, mon enfant », la prévenait souvent Mamassad. La vie au palais n'est pas faite pour les faibles, et les nobles ne vous considéreront jamais comme l'un d'eux. Zénab avait essayé de suivre ses conseils, mais c'était difficile, car elle était constamment humiliée. Chaque matin, on lui confiait le nettoyage des appartements privés de la reine, où elle devait endurer les paroles cruelles de la famille royale. La reine, grande et élégante, à la langue bien pendue, fit clairement comprendre qu'elle n'avait aucune patience pour les roturières comme Zénab. La princesse Ran, sœur cadette du prince, se plaisait à la railler, s'amusant des chaussures déchirées ou de l'uniforme usé de Zénab. Quel effet cela fait-il de respirer le même air que la royauté? Ricanatait-elle un matin, jetant son foulard de soie par terre pour que Zénab soit obligée de le ramasser. Zénab serra les poings, mais ne dit rien. Parler ne lui vaudrait qu'une punition plus sévère. Malgré les épreuves, Zénab ne laissa jamais l'amertume prendre racine dans son cœur. Elle gardait toujours l'espoir que sa vie puisse changer. Tard le soir, lorsque tous les employés du palais étaient couchés, elle se faufilait à la bibliothèque du palais pour lire de vieux livres sur les femmes puissantes de l'histoire. Elle rêvait d'un avenir où elle pourrait être plus qu'une simple servante, où elle pourrait échapper aux chaînes de la servitude et se faire un nom. Mais les rêves étaient dangereux dans un endroit comme celui-ci. La réalité était qu'elle était piégée. Et ce que Zénab ignorait, c'est que le destin lui avait déjà tracé un chemin différent, un chemin qui allait changer sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Dans une aile retirée du palais, loin des rassemblements extravagants et des rires de la cour royale, le prince Adédéo était assis seul dans ses appartements. La pièce était faiblement éclairée, ses lourds rideaux tirés pour protéger du soleil matinal. Il s'appuya contre l'accoudoir de son fauteuil,
ses doigts parcourant distraitement la profonde cicatrice qui courait le long de sa joue gauche. La cicatrice était un douloureux rappel de l'accident qui avait bouleversé sa vie des années auparavant, un accident qui l'avait laissé blessé physiquement et émotionnellement. Personne ne connaissait toute l'histoire, mais les rumeurs s'étaient répandues comme une traînée de poudre à travers le royaume. Certains prétendaient qu'il avait été maudit par un esprit vengeur, d'autres murmuraient qu'il s'était attiré le malheur. Quelle que soit la vérité, une chose demeurait. Aucune femme ne voulait l'épouser. Son père, le roi Adegbit, avait passé des années à chercher une épouse convenable, mais toutes les familles nobles avaient refusé. Certains invoquaient sa malchance, d'autres craignaient la colère de la reine, connue pour être une femme redoutable et autoritaire. Mais Adédéos s'en fichait. Le mariage ne l'intéressait pas, et il ne souhaitait pas être présenté comme une récompense à des prétendants désespérés. Toute sa vie, on lui avait rappelé qu'il régnerait un jour sur le royaume, et pourtant, il se sentait prisonnier chez lui. Sa mère avait toujours été autoritaire, lui rappelant sans cesse qu'il devait engendrer un héritier pour perpétuer la lignée royale. Mais comment pouvait-il envisager le mariage, alors qu'il supportait à peine la présence humaine? Le palais était empli de tromperies, de cupidité et de trahison, il n'en voulait pas. Alors qu'il s'apprêtait à se retirer dans sa solitude habituelle, les lourdes portes de ses appartements s'ouvrirent et le roi entra. Son père était un homme de grande stature, dont la présence imposait le respect. Mais aujourd'hui, une urgence inhabituelle se lisait dans son regard. « Adédéo, commença le roi d'une voix ferme, nous sommes arrivés au bout du chemin. Les familles nobles vous ont refusé, et nous ne pouvons plus retarder cette affaire. » Adédéo resta silencieux, la mâchoire serrée, se préparant à la suite. Le roi prit une profonde inspiration et prononça les mots qui allaient tout changer. La prochaine femme éligible, quel que soit son statut, sera choisie comme épouse. Le décret a été signé. Adédéo Sarah Les Poings. Il avait depuis longtemps accepté d'être indésirable, de n'être qu'un fardeau pour le royaume. Mais il n'aurait jamais imaginé que son père serait si désespéré qu'il le forcerait à épouser une femme sans statut. Une roturière. Une servante. Il n'avait aucune idée de qui elle serait, mais une chose était sûre. Quelle que soit cette femme, elle allait entrer dans un monde de souffrance. Le palais royal était plongé dans le chaos. Des murmures emplirent les grandes salles tandis que le décret du roi se répandait comme une traînée de poudre parmi les nobles et les serviteurs. Personne ne s'attendait à une décision aussi radicale, et encore moins Zénab. Elle resta figée dans les quartiers des domestiques, les mains tremblantes, serrant le chiffon qu'elle utilisait pour nettoyer le sol. Les paroles de Madame Follac résonnaient encore à ses oreilles. « Fais tes bagages, ma fille. Le roi t'a choisi. » Au début, elle avait cru à une farce cruelle, un autre jeu pervers du personnel du palais pour l'humilier. Mais lorsque les gardes royaux arrivèrent pour l'escorter jusqu'à la chambre de la reine, elle comprit que c'était réel. Elle était forcée d'épouser le prince. Ses pensées la parcoururent d'un frisson. Tout le monde craignait le prince Adédéo, le prince maudit, l'homme qu'aucune femme n'osait aimer. Et maintenant, elle allait devenir sa femme. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle suivait les gardes dans les grands couloirs, l'esprit submergé par la peur et la confusion. La chambre de la reine était un havre de richesse et de pouvoir, décoré de lustres dorés et de rideaux de soie brodés des insignes royaux. La reine Mornique était assise au centre de la pièce, ses yeux sombres scrutant Zénab avec un dédain évident. Stupéfaite, elle cracha d'une voix aigre de dégoût. Le roi est devenu fou. Debout à ses côtés, la princesse roncricanait, se couvrant la bouche pour étouffer un rire. Imaginez l'humiliation, murmura-t-elle, une roturière portant la couronne royale. Zénab gardait la tête baissée, les doigts crispés sur le tissu de sa robe usée. Elle avait enduré des années d'humiliation au palais, mais là, c'était différent. C'était un degré de honte qu'elle n'avait jamais imaginé. « Tu seras présentée à la cour demain, » poursuivit la reine, la voix pleine d'amertume. « On te donnera une nouvelle robe et tu seras présentable. Mais soyons clairs, tu ne seras jamais des nôtres. » Ces paroles étaient froides, teintées de venin, et même si Zénab avait envie de parler, elle savait qu'il valait mieux ne pas se disputer avec la reine. Quoi qu'elle fasse, elle serait toujours perçue comme inférieure. Lorsque Zénab fut enfin renvoyée, elle sortit de la chambre en titubant, hébétée, les pensées prises dans un tourbillon de panique et d'incrédulité. Elle avait passé toute sa vie en servitude, rêvant d'un avenir où elle pourrait échapper aux contraintes du palais. Maintenant, au lieu de la liberté,
Elle était enchaînée à un homme à qui elle n'avait jamais parlé, un homme à la fois craint et persécuté. Était-ce là son destin? Être piégée dans un mariage sans amour, méprisée par ceux-là même qu'elle avait servi pendant des années? En regagnant son petit dortoir, elle sentit le poids de son destin peser sur elle. Elle n'avait aucun pouvoir, aucun choix. Demain, elle ne serait plus une servante du palais. Elle serait princesse de nom, mais prisonnière en réalité. La grande salle royale était remplie de nobles, tous vêtus de leurs plus beaux atours, le visage empli d'une curiosité et d'un dégoût à peine voilé. Ils chuchotaient entre eux, jetant des regards vers le fond de la salle où se tenait Zénab, le cœur battant à tout rompre. Elle portait une robe royale bleue et or, dont le tissu était somptueux sur sa peau, et pourtant elle ne s'était jamais sentie aussi exposée. Une coiffe dorée reposait sur ses cheveux tressés, mais elle ne masquait en rien sa véritable identité. Une servante contrainte à une vie qu'elle n'avait pas choisie. Ses mains tremblaient, son estomac se tordait tandis qu'elle regardait le prince Adédéo entrer dans la salle. Il était vêtu de la tenue royale traditionnelle, sa grande silhouette imposante s'avançant vers elle. Son visage restait indéchiffrable, ses yeux sombres et froids lorsqu'ils croisèrent les siens. Il ne souriait pas. Il ne lui offrit pas le moindre signe de réconfort. Il était clair qu'il ne désirait pas ce mariage plus qu'elle. La cérémonie fut brève, dénuée de joie et de célébration. La voix du roi résonna dans la salle tandis qu'il célébrait l'union, d'un ton ferme et inébranlable, les déclarant mari et femme. Quand vint le moment pour Adédéo de lui prendre la main, il hésita une fraction de seconde avant de la serrer fermement. Son contact était chaleureux, mais sans aucune douceur. Zénep se força à rester immobile, la gorge serrée en réalisant la réalité de ce qui venait de se passer. Elle était désormais liée à cet homme, cet inconnu. Les applaudissements qui suivirent furent creux, forcés. Il n'y eut ni acclamation ni félicitations pour les jeunes mariés. Au lieu de cela, les nobles échangèrent des regards moqueurs et compatissants. Le prince, autrefois rejeté par toutes les nobles du royaume, avait été contraint d'épouser une simple servante. Et Zénep, autrefois invisible parmi les employés du palais, avait été propulsée dans un monde qui ne la voulait pas. Alors qu'ils sortaient ensemble du hall, le poids de son nouveau titre l'enveloppa comme une couverture étouffante. Les couloirs lui parurent plus longs, les murs du palais plus hauts, tandis qu'elle suivait Adédéo dans leurs nouveaux appartements partagés. Un silence s'installa entre eux, lourd de mots non prononcés. Lorsqu'ils atteignirent enfin leur destination, Adédéo se tourna vers elle. « Mettons les choses au clair, dit-il d'une voix basse et ferme. Ce mariage ne signifie rien pour moi. Tu es là uniquement parce que mon père m'y a forcé. N'attends rien de moi. » Ces paroles la blessèrent, même si elle s'était déjà préparée à ce genre de rejet. Pourtant, les entendre à voix haute lui serra la poitrine. « Je n'ai jamais voulu ça non plus. » Répondit-elle d'une voix ferme malgré le trouble qui l'habitait. « Mais je suis là maintenant, qu'on le veuille ou non. » Il la stabilisa un long moment avant d'acquiescer légèrement. Sans un mot de plus, il entra, la laissant seule dans le couloir faiblement éclairé. Le premier matin en tant qu'épouse du prince ne différait pas des 5 années passées au palais. Zénep s'était réveillée tôt, bien avant le lever du soleil, son corps instinctivement préparé au travail de la journée. Mais elle n'était plus une servante. Cette révélation la frappa alors qu'elle était assise au bord du grand lit dans la chambre luxueuse qui lui avait été attribuée. La pièce était magnifique, bien plus vaste que tout ce qu'elle avait jamais connu, avec des meubles aux accents dorés et des rideaux de soie qui flottaient comme l'eau dans la brise matinale. Pourtant, elle lui semblait étrangère. Froid, ce n'était pas chez elle. C'était simplement un autre endroit où elle n'avait pas sa place. Elle s'habillait discrètement, choisissant une robe simple plutôt que les extravagantes tenues royales qui lui avaient été préparées. Elle ne souhaitait impressionner personne. À quoi bon? Personne ne voulait d'elle ici. Pas même son mari. Les employés du palais prirent soin de le lui rappeler dès qu'elle sortit de ses appartements. Les nobles femmes murmurèrent derrière leurs éventails à son passage, leur rire tranchant le silence comme des larmes. Les servantes, autrefois ses collègues, la traitaient désormais avec ressentiment, refusant d'accepter qu'elle ne soit plus des leurs. Même les gardes ne remarquaient presque pas sa présence. Zénab ne s'était jamais sentie aussi seule. Elle avait cru qu'un mariage, même forcé, aurait pu changer sa situation. Mais il semblait qu'elle n'avait fait que passer d'une forme de servitude à une autre. Le poids de son nouveau titre l'étouffait, l'écrasant à chaque pas. Et lorsqu'elle arriva au réfectoire pour le petit déjeuner,
elle fut accueillie par un nouveau rappel de sa place. La famille royale était assise autour de la longue table, leurs expressions indéchiffrables lorsqu'elle entra. Adédéo lui jeta à peine un regard, concentré sur le repas. La reine, cependant, ne fit aucun effort pour cacher son mécontentement. « Tu devrais connaître ta place, ma fille, dit-elle d'une voix calme mais tranchante. Tu peux porter la couronne, mais tu ne seras jamais royale. Ces mots transpercèrent Zénab comme un poignard, mais elle refusa de la laisser vaciller. Elle soutint le regard de la reine, le menton légèrement relevé. « Je n'ai jamais demandé cette vie, répondit-elle d'une voix ferme. Mais je n'aurai pas honte de mes origines. Les yeux de la reine se plissèrent, mais avant qu'elle puisse répondre, Adédéo se leva brusquement, sa chaise raclant le sol en marbre. « Je n'ai pas d'appétit, murmura-t-il avant de s'éloigner. La tension dans la pièce s'intensifia, mais Zénab resta debout. Si telle devait être sa nouvelle vie, elle ne se laisserait pas briser. Pas encore. Les jours passèrent, mais la distance entre Zénab et le prince Adédéo demeurait intacte. Il l'évitait à chaque instant, disparaissant dans son bureau privé pendant des heures et ne rentrant que tard le soir, alors qu'elle dormait déjà. Même assis à la même table, il remarquait à peine sa présence, la traitant comme si elle était invisible. Zénab ne savait pas si son indifférence était une bénédiction ou une malédiction. Elle s'attendait à de l'hostilité, du ressentiment, peut-être même de la cruauté. Au lieu de cela, elle n'eut rien reçu du tout. C'était comme s'il s'était complètement coupé d'elle. Les rares fois où elle tentait d'engager la conversation avec lui, il répondait par des réponses brèves et saccadées avant de se retrancher dans le silence. Elle n'avait jamais connu une telle solitude, mariée, et pourtant plus isolée que jamais. Malgré la froideur de son mari, Zénab tentait de trouver un sens à sa vie au palais. Elle passait le plus clair de son temps à errer dans les jardins royaux, trouvant réconfort parmi les fleurs éclatantes et l'ombre fraîche des arbres. C'était le seul endroit où elle se sentait libre, loin des murmures et des regards moqueurs des nobles femmes. Mais même là, elle ne pouvait échapper au poids de son mariage non désiré. À chaque tournant, elle entendait les serviteurs murmurer à son sujet. La servante devenue princesse. L'épouse non désirée du prince. Elle ne survivrait pas longtemps ici. Leurs paroles s'accrochaient à elle comme une ombre, lui rappelant qu'elle n'était pas à sa place. Un soir, alors qu'elle était assise près de la fontaine du palais, les yeux rivés sur l'eau qui ruisselait, elle entendit des pas s'approcher. Elle leva les yeux et vit Adédéo debout à quelques pas, l'air indéchiffrable. Pendant un instant, aucun d'eux ne répondit. Puis, d'une voix douce, elle demanda « Tu me détestes ?» Il expira brusquement en se passant la main dans les cheveux. « Non, admira-t-elle. Mais je n'ai pas choisi cette vie, Zénab. Tout comme toi. » Ses paroles étaient lourdes, emplies d'une fatigue qu'elle n'avait pas perçue auparavant. Elle était tellement absorbée par ses propres difficultés qu'elle n'avait pas pensé aux siennes. Il n'était pas seulement un prince cruel refusant de reconnaître sa femme. C'était un homme accablé par les attentes, entravé par un faux-semblant dont il n'avait jamais voulu. Et à cet instant, elle réalisa quelque chose. Ils étaient tous deux prisonniers de la même cage. La nouvelle vie de Zénab s'accompagnait de certaines attentes, auxquelles elle n'était pour la plupart pas préparée. En tant que princesse, elle devait assister aux cérémonies royales, s'asseoir aux côtés de la reine lors des réunions du conseil et se présenter comme l'épouse parfaite pour le prince. Mais comment pouvait-elle jouer le rôle d'une épouse dévouée si son mari ne voulait rien savoir d'elle? La noble femme prenait un grand plaisir à ses difficultés, l'observant avec amusement tandis qu'elle s'adonnait à ses leçons d'étiquette et de coutumes royales. La reine, toujours critique, ne manquait jamais une occasion de lui rappeler sa place. « Tu as été élevée comme une servante, ricana-t-elle un matin. Il n'est pas surprenant que tu manques de la grâce d'une vraie princesse. » Zénab se mordit la langue, ravalant la colère qui la brûlait. Elle avait survécu à des années de cruauté au palais, ce n'était qu'un combat de plus à mener. Mais la pire humiliation survint lors de sa première réunion royale. La grande salle de bal était remplie des personnes les plus riches et les plus puissantes du royaume, toutes parées de robes extravagantes et de bijoux inestimables. Zénab, malgré ses soirées les plus raffinées, se sentait toujours comme une étrangère. Elle ressentait le poids de leurs regards critiques, de leurs conversations chuchotées au sujet de la servante qui avait osé porter la couronne. Alors qu'elle tendait la main vers un verre de vin, une noble femme rit d'un air moqueur. « Attention, Votre Altesse, dit-elle d'une voix sarcastique. Je ne voudrais pas que vous le laissiez tomber.
J'ai entendu dire que les femmes de ménage étaient plus habituées à nettoyer les éclaboussures qu'à tenir de la verrerie fine. Les rires qui suivirent furent plus blessants que Zénab ne voulait l'admettre. Adédéo, qui se tenait à proximité, ne fit rien. Il ne la défendit pas et ne reconnut pas son humiliation. Il se détourna simplement, poursuivant sa conversation avec un diplomate étranger. Zénab serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle savait que cette vie serait difficile, mais elle avait espéré, naïvement, que son mari lui offrirait au moins un certain soutien. Mais c'était clair maintenant. Elle était seule dans cette situation. Si elle voulait survivre dans ce palais, elle ne pouvait se permettre d'être faible. Elle devait trouver sa propre force, car personne, pas même son mari, ne la sauverait. Zénab avait appris à naviguer entre les murs du palais, mais elle en savait encore peu sur son mari. C'était un mystère, un homme qui gardait ses pensées secrètes. Le conseiller regarda autour de lui, voyant le regard perçant de la reine. Il hésita, les lèvres tremblantes, puis il tomba à genoux devant le roi. « C'est vrai, votre majesté » avoua-t-il. La reine a conclu des accords avec des marchands étrangers. Elle leur a promis le contrôle de nos mines d'or en échange de leur soutien. Sa voix se brisa. J'ai vu les contrats moi-même. La salle du conseil fut plongée dans le chaos. Le poids des aveux du conseiller provoqua une onde de choc dans la salle. Les nobles qui avaient autrefois soutenu fermement la reine la regardaient maintenant avec incertitude. Même ses plus fidèles partisans hésitaient, conscients de la gravité de la situation. La reine Moréo, cependant, gardait un calme étrange. Son regard parcourait la pièce, évaluant les dégâts. Pour la première fois, elle sembla reconnaître qu'elle était en train de perdre. Mais elle n'était pas du genre à se laisser faire sans combattre. Imbécile, siffla-t-elle, son sang-froid habituel se brisant. Crois-tu vraiment que m'éliminer sauvera ce royaume? Sans moi, tu n'es rien. Sans moi, ce garçon que tu appelles prince te mènera à la ruine. Adédéo s'avança alors, la voix assurée. Je ne suis pas un garçon, dit-il. Je suis l'héritier légitime de ce trône, et je ne vous laisserai pas vendre ce royaume au plus offrant. Ces paroles étaient pleines de pouvoir, et pour la première fois, les nobles le voyaient non pas comme un paria, mais comme un chef. Le roi, le visage marqué par l'âge et le regret, regarda longuement sa femme avant de pousser un profond soupir. « Moréo, dit-il d'une voix pleine de déception, vous avez trahi ce royaume, et vous m'avez trahi. » Il se tourna vers les gardes. « Emmenez-la. » Les yeux de la reine s'écarquillèrent de fureur. « Oserez-vous » siffla-t-elle. « J'ai régné à vos côtés pendant des années. J'ai tout sacrifié pour ce trône. » Mais les gardes n'ont pas hésité. Deux d'entre eux s'avancèrent et la saisirent par les bras. Elle se débattit, mais ils la maintinrent fermement. Tandis qu'on la tirait hors de la chambre, son regard perçant se posa sur Zénab. « Ce n'est pas fini, gronda-t-elle. Tu crois avoir gagné? Tu vas le regretter. » Puis elle disparut, ses cris résonnant dans les couloirs. La salle resta silencieuse un long moment. Puis le roi se tourna vers Adédéo. « Tu as fait tes preuves aujourd'hui, » dit-il. « Peut-être me suis-je trompé à votre sujet. » Les mots étaient simples, mais ils avaient plus de poids que tout ce que le roi lui avait dit auparavant. Avec la reine destituée, le royaume était plongé dans l'incertitude. Les nobles qui l'avaient soutenu se démenaient pour consolider leur position, craignant la suite des événements. Mais le peuple, celui qui avait longtemps souffert du poids de la corruption, commença à murmurer le nom d'Adédéo avec espoir. Il avait été le prince dont personne ne voulait, le paria livré à lui-même. Mais désormais, il était le seul à se dresser entre le royaume et le chaos. Le fardeau était lourd, et Zénab le voyait peser sur lui. Tard dans la nuit, alors que le palais était silencieux, elle le trouva dans leurs appartements, scrutant la ville en contrebas. « Tu devrais te reposer. » dit-elle doucement. Il laissa échapper un petit rire sans humour. « Repose-toi, répéta-t-il. J'ai passé des années à espérer le jour où les gens me verraient enfin. Et maintenant que c'est arrivé, j'ai l'impression de me noyer. » Zénab s'approcha et posa une main sur son bras. « Tu n'es pas seul, » lui rappela-t-elle. « Tu aimes. Et tu as les gens qui croient en toi. » Il se tourna alors vers elle, scrutant son visage. « Pourquoi t'en soucies-tu autant ?» demanda-t-il. « Tu n'as jamais voulu de cette vie. » Elle hésita avant de répondre. « Au début, je ne le savais pas, » admit-elle. « Mais ensuite, j'ai appris à te connaître. J'ai vu comment ils t'ont traité, comment ils voulaient t'anéantir. Et j'ai compris.
Je ne veux pas vivre dans un monde où ils gagnent. Quelque chose changea entre eux à cet instant. Pour la première fois, Adédéo ne la repoussa pas. Au lieu de cela, il tendit la main et la prit dans la sienne. « Merci, dit-il doucement, de m'avoir soutenu. » C'était la première fois qu'il admettait avoir besoin d'elle. Et pour Zénab, c'était suffisant. Mais elle savait que leur combat n'était pas terminé. La reine avait peut-être été détrônée, mais des menaces planaient encore dans l'ombre. Certains étaient encore prêts à tout pour empêcher Adédéo de monter sur le trône. Et tant que ces menaces persistaient, aucun d'eux ne pouvait se permettre de baisser la garde. La véritable bataille ne faisait que commencer. Bien que la reine Moréo ait été démise de ses fonctions, son influence n'avait pas complètement disparu. Ses alliés, craignant leur propre chute, se regroupèrent en secret. Les nobles qui l'avaient autrefois soutenu étaient trop puissants pour être simplement écartés, et certains d'entre eux pensaient encore qu'Adédéo était inapte à gouverner. Si le royaume commençait à l'accueillir, les murmures de rébellion ne s'étaient pas encore complètement apaisés. Zénab ressentait la tension à chaque pas qu'elle faisait dans le palais. Les serviteurs, autrefois terrifiés par elle, l'observaient désormais avec un mélange de curiosité et de respect. Certains murmuraient même son nom avec admiration, la surnommant la princesse qui avait tenu tête à la reine. Mais le pouvoir était une chose dangereuse. Plus elle et Adédéo gagnaient en puissance, plus ils se faisaient d'ennemis. Un soir, alors qu'elle se préparait à se coucher, on frappa doucement à la porte de sa chambre. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle trouva Ifealiwa debout, l'air indéchiffrable. « Nous avons un problème, » dit-elle en entrant sans attendre son invitation. « Les nobles qui soutenaient la reine préparent quelque chose. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais ils se réunissent en secret. » Zainab sentit son estimak si nuer. Tu es sûr? Ifealiwa hausa un sourcil. « Tu crois que je viendrais te voir si je ne l'étais pas? Demanda-t-elle sèchement. Toi et Adédéo vous êtes fait beaucoup d'ennemis en dénonçant la reine. Ce n'est pas parce qu'elle est partie qu'ils ont abandonné. Zainab déglutit, l'esprit est imbalé. Il faut qu'on découvre ce qu'ils préparent, dit-elle. Si nous ne les arrêtons pas maintenant, nous risquons de tout perdre. Ifealiwa hoka la tête. J'ai quelqu'un à l'intérieur. Il nous donnera bientôt plus d'informations. Elle hésita, puis ajouta, mais sois prudente, Zénab. Ces gens ne font plus que de la politique. Ils sont désespérés, et les désespérés sont dangereux. L'avertissement fit froid dans le dos à Zénab, mais elle refusa de se laisser envahir par la peur. Elle était allée trop loin pour reculer. S'ils voulaient se battre, elle serait prête. L'attaque survint sans prévenir. C'était une nuit calme au palais, et la plupart des gardes avaient été renvoyés se reposer après une semaine épuisante de sécurité renforcée. Adédéo et Zénab étaient dans leurs appartements, discutant de l'avenir du royaume lorsqu'un fracas soudain rompit le silence. Les portes s'ouvrirent brusquement et 3 silhouettes masquées firent irruption à l'intérieur, leurs lames luisant à la faible lueur des bougies. Zénab eut à peine le temps de réagir qu'Adédéo la poussa derrière lui. « Reste en arrière » ordonna-t-il en tirant une dague de sa ceinture. Mais les assassins étaient rapides. L'un d'eux se jeta sur lui, le frappant sauvagement, tandis qu'un autre fonçait sur Zénab. Le cœur de Zénab battait fort lorsqu'elle saisit l'objet le plus proche, une lourde lampe dorée, et la brandit de toutes ses forces. Elle heurta la tête de l'assassin, le faisant trébucher en arrière. Adédéo combattit avec acharnement, ses mouvements précis et contrôlés, mais il était en infériorité numérique. Juste au moment où il semblait être submergé, les portes s'ouvrirent à nouveau et les gardes, menés par Ifealiwa, entrèrent en masse. En quelques instants, les assassins furent maîtrisés et leurs armes confisquées. L'un d'eux tenta de fuir, mais Ifealiwa le rattrapa et le plaqua contre le mur. « Qui t'a envoyé ?» demanda-t-elle. L'assassin cracha à ses pieds. « Vous mourrez tous bien assez tôt » ricana-t-il. Les véritables dirigeants de ce royaume ne laisseront pas un prince bâtard et sa servante devenue princesse prendre ce qui ne leur appartient pas. Adédéo resserra sa poignard, mais Zénab posa une main sur son bras. « Il nous faut le retrouver vivant, » dit-elle doucement. Il hésita, puis acquiesça. Les gardes emmenèrent les assassins, laissant derrière eux les décombres de la bataille. Adédéo se tourna vers Zénab, l'air indéchiffrable. « Ce ne sera pas la dernière fois, » dit-il. « Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne m'auront pas tué. » Zénab soutint son regard, sa résolution se renforçant. « Alors, nous ne leur laisserons aucune chance. » Le lendemain matin,
le royaume s'éveilla avec la nouvelle de la tentative d'assassinat. Le peuple était indigné. Les nobles qui avaient autrefois chuchoté contre Adédéo se retrouvèrent désormais sur la défensive, incapables d'expliquer pourquoi leurs alliés avaient eu recours au meurtre. Les espions d'Ifeliawa travaillèrent rapidement, découvrant les noms des commanditaires de l'attaque. Certains tentèrent de fuir, mais furent capturés avant même d'avoir pu s'échapper. Les preuves étaient irréfutables. Le roi, fatigué et vieux, convoqua à nouveau le conseil. Cette fois, il n'y eut ni dispute ni débat. Les conspirateurs furent déchus de leurs titres et bannis. Puis, sous les yeux du royaume, le roi se tourna vers Adédéo. « Tu as fait tes preuves, dit-il, pas seulement en tant que fils, mais aussi en tant que leader. » Il prit une grande inspiration, puis retira la lourde couronne de sa tête. « Je suis vieux, et mon temps touche à sa fin. Il est temps pour le royaume d'avoir un nouveau souverain. » Le silence se fit dans la salle lorsqu'il s'avança et déposa la couronne sur la tête d'Adédéo. « Gloire au roi Adédéo, déclara le roi. » La salle explosa d'acclamations, les voix du peuple s'élevant à l'unisson. Zénab observa Adédéo se dresser fièrement, les épaules carrées sous le poids de la couronne. Il avait lutté toute sa vie pour ce moment, et maintenant il était sien. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils se tenaient ensemble dans leurs appartements, Adédéo se tourna vers Zénab. « Tu avais raison, dit-il doucement. Je ne suis pas arrivé ici seul. » Il lui prit la main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Tu étais à mes côtés quand personne d'autre ne l'était. Et maintenant, je ne te veux plus seulement comme reine, je te veux comme partenaire. Pour toujours. » Le cœur de Zénab se gonfla. Elle avait été contrainte à ce mariage, prisonnière d'une vie qu'elle n'avait jamais désirée. Mais en chemin, elle avait trouvé quelque chose de plus, l'amour. « Alors nous rirons ensemble, murmura-t-elle. Et en regardant son mari dans les yeux, elle comprit que leur histoire ne faisait que commencer. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Laissez également un commentaire et activez les notifications de publication.